Bonsoir et bienvenue dans cette autre sortie de votre programme Bien-être. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche plusieurs personnes à travers le monde, notamment en Afrique, le paludisme. Cette maladie infectieuse qui est transmise par des piqûres de moustiques et dont les conséquences peuvent être graves si elle n'est pas traitée à temps. Dans cette émission, mesdames et messieurs, nous allons donc explorer ensemble les causes, les symptômes, les méthodes de prévention et même de traitement du paludisme. Cela se fera bien sûr en présence de notre expert de la santé publique que je vais vous présenter juste après cette transition. Alors, chers téléspectateurs, on est en présence de l'infirmier diplômé d'État, M. Molo Mzanga Steve. Bonsoir et merci d'avoir effectué le déplacement jusqu'à nous. Oui, bonsoir Madame Fatima. Tout le plaisir est pour moi. Je suis très ravi d'être parmi vous ce soir pour pouvoir discuter d'un sujet aussi important qui touche beaucoup de personnes dans notre pays. Alors, Monsieur Molo, on sait que le paludisme est transmis par les piqûres de moustiques. Est-ce qu'il y a d'autres causes du paludisme qui sont à l'origine du paludisme? Oui, comme vous l'avez si bien dit, la première cause, la cause principale de transmission du paludisme est effectivement la piqûre de moustique. Oui. Voilà. Mais il y a deux autres causes que plusieurs personnes ignorent. Premièrement, on a la cause transplacentaire. Donc, c'est-à-dire une femme enceinte peut transmettre le paludisme à son fœtus. Voilà. Donc, cela se fait à travers les échanges, à travers le placenta. Voilà. La deuxième cause est une cause transfusionnelle. Donc, c'est-à-dire que à travers une transfusion sanguine d'un donneur qui est souffrant du paludisme, il peut y avoir échange avec un receveur sain. Voilà. Donc, pour faire simple, une personne peut contracter le paludisme à travers une transfusion sanguine aussi. Et puisque vous parlez de la transfusion sanguine, voilà, comment est-ce que cela se déroule généralement? Il y a des personnes dans la rue qui peuvent se blesser avec une lame et l'autre personne se blesse. Il y aura transfusion du paludisme à ce moment-là? Non, non, pas dans quelle manière? Pas dans ce cas-là. En général, quand on parle de transfusion sanguine, oui, ça se passe dans les hôpitaux en fait. Voilà, on peut avoir par exemple des enfants qui sont anémiés, qui manquent de sang et qui nécessitent une transfusion sanguine. Généralement, ce sont des poches de sang qu'on transfuse à ces enfants-là. Voilà. Il peut donc arriver que cette poche de sang-là ait été prélevée chez un donneur qui souffrait de paludisme. Voilà. Donc, quand cette poche de sang sera transfusée à l'enfant en question, il pourra tout simplement contracter le paludisme. Oui, on parle des causes du paludisme. Certaines personnes également nous ont dit dans la rue que lorsqu'il pleut, par exemple, lorsque vous jouez par exemple sous la pluie ou alors vous traînez sous la pluie, vous êtes susceptible d'attraper le paludisme. Est-ce que c'est vrai, monsieur? Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle une idée reçue, en fait. C'est un peu comme une légende. C'est juste... en fait, ce qu'il faudrait savoir à ce niveau-là, c'est que après la piqûre de moustique, oui, le parasite en fait qu'on appelle Plasmodium va directement se diriger au niveau du foie et va en quelque sorte s'endormir. Voilà. Et il arrive donc pendant les périodes où il fait assez frais, assez froid, c'est-à-dire les périodes de pluie, le froid en question réveille le parasite. Voilà. Donc en fait c'est de cette situation-là qu'est née cette petite légende. Mais sinon en principe, jouer dans la pluie, jouer dans le froid, sous le froid ne donne pas le paludisme. Également, même la consommation des mangues. Il s'avère que la consommation des mangues est également à l'origine du paludisme. Est-ce vrai? Bon, en quelque sorte, ça, ce sont des racontages, oui, un peu du quartier. Ce qui est acceptable encore serait de dire que la consommation de mangue donne plutôt la typhoïde.
par le paludisme. D'accord, je voudrais à présent que nous parlons des symptômes du paludisme. Mais avant, je voudrais qu'on regarde cet élément. Notre équipe est descendue dans la rue pour essayer de prendre les avis de quelques personnes. Comment est-ce que le paludisme se manifeste dans leur corps? On regarde cet élément et on se retrouve tout juste après. J'ai été atteint du paludisme, mais ça fait déjà beaucoup d'années que j'avais été atteint du paludisme. Et les symptômes, c'était beaucoup plus la fatigue, le froid. Et en ce qui me concerne personnellement, j'avais aussi eu, à un moment, je toussais et il y avait un peu de sang qui sortait. Moi, je me disais même que c'était autre chose. C'est quand je m'étais rendu à l'hôpital que, après les examens, qu'on m'a fait comprendre que c'était le paludisme. Moi, je me disais que j'étais déjà infecté à l'intérieur par autre chose. La première fois que j'ai eu le paludisme, je sens d'abord ça par la tension. Donc mon corps commence à chauffer un peu et ça ne me menace pas du tout comme les autres patients. Lorsque je sens ça directement, je vais à l'hôpital, je prends les comprimés, on me prescrit les comprimés et je prends ça et ça me soulage un peu. Ça ne me menace pas, c'est un peu ça. Le paludisme vient avec beaucoup de fatigue. Oui, avec le corps bizarre. Donc trop de maux de tête. Plus de 50 fois même. Froid à l'intérieur de mon corps et à l'extérieur. Et je chauffe. C'est comme ça que le paludisme, c'est la manifestation que le paludisme a avec mon corps. Alors, Monsieur Molo, vous l'avez également vu comme moi, le paludisme se manifeste de différentes manières en fonction de l'individu. Pourquoi un tel changement d'un individu à un autre? Oui, comme on l'a vu dans les reportages, le paludisme a une pléthore de symptômes. Oui. Voilà. Mais on a sensiblement les mêmes symptômes qui reviennent. Maintenant, en fonction des organismes et de tout un chacun, les symptômes peuvent être différents. Mais de manière générale, on peut classer le paludisme en deux grands groupes. Voilà. Il y a ce qu'on appelle le paludisme simple et le paludisme grave. Voilà. Donc, pour différencier ces deux types de paludisme, c'est très simple, c'est au niveau des symptômes en fait. Oui. Voilà. Donc, pour un paludisme simple, on aura des symptômes tels qu'une fièvre à 39 degrés, des maux de tête, la fatigue, voilà. Parfois des vomissements, des courbatures et une sensation de malaise. Voilà. Là, ce sont des symptômes plutôt très simples. Voilà. Maintenant, quand ces symptômes-là ne sont pas pris en charge, quand la personne n'est pas prise en charge, il peut développer un paludisme grave. Voilà. Maintenant, les symptômes sont plus complexes. On a dans ce cas-là des personnes qui vont souffrir de confusion, de délire, de convulsions. Voilà, on peut avoir de la diarrhée, l'insuffisance rénale, parfois même le décès. Voilà. Et chez les femmes qui sont enceintes, généralement, le principal symptôme, c'est les fausses couches ou bien les accouchements prématurés. Et je vais prendre le cas d'un symptôme un peu plus particulier, la convulsion. Lorsqu'une personne convulse, comment est-ce que cette personne-là fait pour savoir que, voilà, là, je suis atteint, je suis à un stade de paludisme grave? Comment est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il faut se rendre dans un centre hospitalier pour le savoir ou alors on pourra facilement avoir cette impression-là? Bon, déjà, une personne qui a suffisamment d'expérience va être capable de différencier ces symptômes. Comme je l'ai dit tantôt, si une personne convulse déjà, on sait d'emblée qu'il s'agit d'un paludisme grave. Voilà. La convulsion n'est pas un symptôme qu'on va retrouver sur une personne qui fait un paludisme simple. Voilà. Et donc, la confusion généralement se manifeste par une légère perte de connaissance, des tremblements et parfois la salivation. Alors, monsieur, on a parlé des symptômes maintenant. Pour qu'un individu ne ressente pas ces symptômes-là, quelles sont les méthodes de prévention que cet individu-là doit privilégier pour prévenir cette maladie? Oui. Déjà, la meilleure manière de se protéger contre le paludisme est d'adopter des mesures préventives. Voilà. La première mesure préventive est de dormir sous une moustiquaire
imprégnée. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'anophèle femelle, le moustique qui transmet le paludisme, oui, est plus actif dès la soirée, dès la tombée de la nuit aux environs de 17h jusqu'à l'aube vers environ 5-6 heures. Voilà. Donc c'est à cette période-là que la contagion du paludisme est la plus élevée. Donc il est recommandé déjà de dormir sous une moustiquaire imprégnée le soir. Il est aussi recommandé de porter des vêtements à longues manches, c'est-à-dire des pulls ou des longs pantalons, des chaussettes. Voilà. Maintenant, pour les parties qui sont à découvert, c'est-à-dire le visage, les mains, oui, il y a ce qu'on appelle des répulsifs sous forme de pommade qu'on peut appliquer sur le visage pour éloigner les moustiques. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ces types de produits-là. Voilà. En dehors de ça, on peut aussi assainir son environnement. Voilà. Parce que les moustiques aiment bien des environnements insalubres, oui, avec de la broussaille, des mados, des flaques des marécages. Voilà. Donc, il est recommandé vraiment aux familles de vivre dans un environnement propre et sain pour éloigner les moustiques. Prenons le cas des moustiquaires. Vous avez dit une moustiquaire imprégnée. C'est quoi une moustiquaire imprégnée? Une moustiquaire imprégnée, ça veut tout simplement dire une moustiquaire qui a un produit, qui est imprégné d'un produit qui éloigne les moustiques. Oui, et comment est-ce qu'on utilise cette moustiquaire-là? Parce que généralement, il y a des personnes, lorsqu'ils se rendent dans des hôpitaux, ils ont la possibilité d'avoir ces moustiquaires-là gratuitement. Mais quand ils arrivent à la maison, ils ont des difficultés à installer et même à vivre avec, à dormir à l'intérieur. Parce qu'ils disent-ils, les odeurs ne sont pas très agréables. Oui, justement, après avoir reçu sa moustiquaire, bon, après le déballage de la moustiquaire, il faut l'étaler au soleil. Voilà, pendant 24 heures, pour que le soleil, justement les odeurs dont ces personnes parlaient là, pour que ces odeurs soient atténuées par le soleil, le vent et autres. Donc étaler cette moustiquaire pendant 24 heures et après cela, installer tout simplement la moustiquaire à la maison. Oui, vous avez cité les différents modes de prévention de la maladie qu'est le paludisme. Est-ce que la sensibilisation ne devrait pas également entrer dans ces modes de prévention-là? Parce qu'il faut bien descendre sur le terrain pour sensibiliser les populations. Voilà, vous devez plutôt utiliser tel moustiquaire, vous devez faire ci ou ça. Est-ce que ça n'entre pas dans les modes de prévention? Bon, dans toute maladie, pas seulement dans le cas du paludisme, la sensibilisation est le maître mot pour pouvoir se protéger contre le paludisme. Donc déjà, il y a plusieurs mesures qui sont mises en place. Voilà. Et dernièrement, même le gouvernement a obtenu le vaccin du paludisme. Oui, on en parlera, voilà. Ne vous inquiétez pas. Donc la sensibilisation vraiment est très importante. Il y a des séances, il y a des campagnes, il y a des descentes sur le terrain qui sont faites, qui sont menées par le ministère de la Santé pour pouvoir toucher un maximum de population en ce qui concerne le paludisme. Je voudrais à présent que nous parlons des traitements et de la prise en charge du paludisme. Mais avant, je voudrais bien qu'on essaye de voir ensemble cet élément que je vous propose encore de regarder, cet élément qui résume la situation actuelle du paludisme au Cameroun. Le Cameroun est le deuxième pays d'Afrique le plus touché par le paludisme après le Ghana, le Mozambique et avant le Burkina Faso. En 2022, plus de 3 millions de cas de paludisme ont été enregistrés selon le programme national de lutte contre le paludisme au Cameroun. En 2023, 3 227 381 cas de paludisme, dont 2481 décès, ont été observés. Des cas enregistrés notamment dans les régions de l'Adamawa et de l'extrême nord. Cependant, il faut dire que dans certaines formations sanitaires du pays, les enfants de moins de 5 ans représentent plus de 70% de ces décès. Dans la capitale politique, les quartiers Oyomabang, Obili, Koron et Etambafia bondent dans un bas fin marécageux où les moustiques agressifs pour l'homme et la transmission du paludisme sont présents. Le cliché est le même dans les secteurs de Makepe-Misoke, Bonaberi, Yassa et Cité Sikam. Toutefois, il faut dire que le gouvernement camerounais a d'ores et déjà mis en place des conditions préalables au lancement de la couverture santé universelle où le programme national de lutte contre le paludisme sera impliqué dans le processus d'élaboration.
Le 22 janvier 2024, le Cameroun a marqué l'histoire en lançant la vaccination systématique contre le paludisme dans près de 42 districts. Mais on s'est rendu compte que sur le terrain, ce n'est pas le cas. Il y a des personnes qui ne sont pas vaccinées. Vous êtes un expert de la santé publique. Pourquoi est-ce qu'on lance un vaccin, mais cela n'est pas implémenté sur le terrain, selon vous? Oui, en ce qui concerne la vaccination, il y a toujours une réticence des populations. Voilà, en général, quel que soit le type de vaccin, que ce soit les vaccins contre la poliomyélite, rougeole, même le vaccin contre la COVID-19, il y a toujours une réticence des populations. En fait, la cause principale est la peur, en fait. Oui, ces populations ont peur. Certains vont dire que c'est plutôt la maladie qu'on veut leur inoculer à travers ce vaccin-là. Donc c'est pourquoi vraiment une sensibilisation massive et générale est vraiment nécessaire à ce niveau-là. Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que le Cameroun a reçu des centaines de milliers de doses de vaccins, mais qui n'ont pas pu être écoulées. Parce que justement, les personnes concernées, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces vaccins-là ciblent dans un premier cas les enfants de 0 à 5 ans. Oui. Oui. Donc les mamans de ces enfants-là, en fait, ne sont pas vraiment convaincues de l'efficacité de ces vaccins-là. Donc c'est la raison pour laquelle cela n'est pas effectif pour le moment. Est-ce que vous ne pensez pas que ces sueurs froides dans le dos que certaines populations ont sont légitimes? Je m'explique, parce que on prend le cas du vaccin du paludisme, le vaccin RTS. Oui, c'est bien ça, ce vaccin-là. C'est le premier, le Cameroun est le premier pays à tester ce vaccin. Il y a matière à ce que les populations soient réticentes. Bon, c'est vrai, vu que nous sommes le premier pays justement à tester ce vaccin, c'est normal que les populations aient peur. Mais on a tant cherché une solution contre le paludisme. Pourquoi quand cette solution arrive enfin maintenant, nous sommes réticents? Ce n'est pas logique. On a tellement demandé à ce que un vaccin contre le paludisme soit mis en place. Voilà. Donc, je pense que les populations, les mamans des enfants devraient vraiment essayer de tester ce vaccin. Voilà, parce que l'efficacité, l'OMS ne peut pas mettre sur pied un vaccin qui n'a pas été testé au préalable. Voilà. Donc, ils ont estimé que l'efficacité du vaccin est valable et donc je pense que les parents devraient vraiment accepter cette vaccination-là. Donc, en ce qui concerne le traitement, cela se fait en fonction du type du paludisme. Oui. Qu'il soit simple ou grave. Oui. Le traitement sera... Maintenant, puisqu'on parle de traitement du paludisme, quels sont les traitements pour le paludisme? Voilà. Bon, pour un paludisme simple, déjà, voilà, le traitement par comprimé est efficace. Quel genre? Donc, c'est-à-dire, on peut avoir l'association d'artéméter lumefantrine. Oui, on peut avoir les comprimés de quinine. Ce sont les deux molécules les plus disponibles sur le marché actuellement, artéméter lumefantrine et quinine. Pour un paludisme grave, là, le traitement est plus varié et se fait généralement par injection. On peut avoir des injections d'artéméter, on peut avoir des injections de la molécule artésunate, on peut avoir des injections de quinine. Voilà. Donc, généralement, des perfusions, comme on en voit un peu partout. Ces médicaments que vous citez, l'artéméter par exemple, on retrouve ces médicaments au bout de la rue, partout. Comment est-ce qu'on fait pour différencier? Est-ce qu'il y a le mauvais artéméter, est-ce qu'il y a le bon? Parce qu'on dit que les médicaments de la rue sont interdits. Genre justement, pour ne pas se retrouver dans cette situation, il faut savoir quel est le bon et le mauvais. Comment est-ce qu'on fait pour savoir? Il est justement simplement préférable d'acheter son médicament à la pharmacie. Il n'y a que le médicament de la pharmacie qui est sûr à 100%. En achetant son médicament dans la rue, vraiment, on n'est pas sûr déjà de la provenance du médicament, des conditions de conservation du médicament, déjà parce que ces personnes de la rue-là sont exposées déjà au soleil, aux poussières. Quand, par exemple, ils ferment leur boutique le soir, ils ont des problèmes par rapport au transport des médicaments et autres. Donc, ce n'est pas très sûr, en fait. Donc, il est conseillé d'acheter directement son médicament à la pharmacie. Maintenant, lorsque une personne est atteinte du paludisme, comment est-ce qu'on fait, comment s'effectue le diagnostic de la maladie? Ouais. Bon, déjà, dès qu'une personne souffre de paludisme, il se rend dans un hôpital, on va commencer par faire un prélèvement sanguin. C'est par là que tout commence. On va faire un prélèvement sanguin, lui faire un examen de laboratoire qu'on appelle la goutte épaisse. Oui.
Cet examen va permettre de connaître, de quantifier en fait quel est le taux de paludisme dans le sang, quelle est la quantité. Oui. Et en connaissant la quantité, on saura est-ce un paludisme simple, est-ce un paludisme grave. Voilà. Et à base de cela, on pourra savoir quel traitement adopter. Donc tout part de la prise de sang. Alors, on a parlé du vaccin. Le vaccin, c'est un mode préventif contre le paludisme. Est-ce qu'il est possible qu'une personne qui s'est fait vacciner, peut-être un enfant qui s'est fait vacciner dès le bas âge, au fil du temps qu'il grandit, par exemple, lorsqu'il a 3-4 ans, est-ce qu'il est possible, il est probable que cette personne-là, facilement, soit atteinte du paludisme? Voilà, donc, il est difficile de répondre à cette question vu que le vaccin vient d'être mis sur pied. On n'a pas encore eu à tester justement cette probabilité-là. Mais en ce qui concerne la vaccination en général, quand un enfant se fait vacciner dès le bas âge, ses chances de contracter la maladie en question sont diminuées. Par exemple, le premier vaccin qu'un enfant prend est le BCG, le vaccin contre la tuberculose. On se rend compte que la tuberculose est une maladie qui est en train de diminuer au fil du temps. Voilà. Donc ça prouve quand même que ce vaccin-là est efficace. Donc s'il faut répondre à cette question, une personne qui est vaccinée a moins de chances de contracter une maladie comparée à une personne non vaccinée. On voit également, il y a des personnes, lorsqu'ils sont traités à l'hôpital, ils arrivent à l'hôpital et on effectue des examens, on diagnostique qu'ils ont le paludisme, ils sont atteints du paludisme, ils se font traiter. Mais au bout de 2 mois, maxi, ils contractent encore la maladie. Comment cela est possible? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le paludisme est une maladie qu'on peut traiter une fois. Donc, c'est-à-dire, si vous vivez dans un environnement qui a des moustiques, vous aurez beau vous faire traiter, au retour de la maison, ces mêmes moustiques vont encore vous piquer et vous allez encore tomber malade. Donc, déjà, c'est pourquoi la prévention vraiment est le premier traitement. La prévention. Se faire traiter est une chose. Maintenant, prendre des dispositions pour éloigner les moustiques autour de soi, comme on l'a si bien dit, à travers la moustiquaire, l'assainissement et tous les autres moyens de prévention. Maintenant, on remarque qu'au Cameroun, il y a beaucoup de défis. On n'arrive pas vraiment à avoir cet accès-là facile aux soins du paludisme. C'est vrai, vous nous avez dit que le gouvernement a mis en place un vaccin contre le palud, mais que les populations sont réticentes. Toutefois, il faut dire qu'il y a beaucoup de défis. Le Cameroun fait face à beaucoup de défis dans l'accès aux soins contre le paludisme. Selon vous, pourquoi le Cameroun fait face à tant de défis? Pas vraiment, parce que le programme national de lutte contre le paludisme a déjà mis en place des dispositions. Oui. Déjà, dans les hôpitaux publics, le traitement du paludisme chez les enfants de 0 à 5 ans est gratuit. Voilà. Ça, c'est la disposition la plus importante. C'est vrai que les hôpitaux privés, les centres de santé tardent à s'arrimer à cette norme-là, mais dans les hôpitaux publics, les hôpitaux de district et autres, le traitement chez les 0 à 5 ans est gratuit. Maintenant, en ce qui concerne les femmes enceintes, il y a ce qu'on appelle le TPI. Ce sont des comprimés qu'une femme enceinte prend au cours de la grossesse pour prévenir aussi le paludisme. Voilà. Maintenant, il y a aussi des subventions au niveau des médicaments du paludisme, notamment l'artisanat qui est subventionné. Donc, on peut l'avoir déjà à des prix pas chers. Donc, ce sont des mesures quand même que le gouvernement a prises pour pouvoir lutter contre le paludisme. Alors, les hôpitaux publics, et là-bas, lorsqu'on va dans un hôpital public pour se faire vacciner contre le paludisme, c'est gratuit. Mais dans les hôpitaux privés, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire, selon vous, pour que les personnels des hôpitaux privés s'arriment à cette règle-là? Ce qu'il faut savoir à ce niveau, c'est une question de politique. Les hôpitaux publics sont directement gérés par l'État, tandis que les hôpitaux privés sont gérés par des personnalités. Voilà. Donc il n'est pas simple pour une personne qui a par exemple ouvert un hôpital, qui achète ses médicaments à ses propres frais, maintenant décide de lui-même de traiter le paludisme gratuitement. Au niveau des bénéfices, ce n'est pas très aisé pour lui. Donc ce que le gouvernement pourrait faire serait justement de subventionner ou bien du moins de fournir gratuitement des médicaments à ces hôpitaux privés
pour qu'ils puissent facilement les écouler aux enfants qui en ont besoin. Mais on sait que même s'ils sont fournis de manière gratuite à ces médicaments, ils vont toujours vendre ces médicaments-là. Je voudrais qu'on parle également de votre plateforme Santé 2.0. Qu'est-ce que vous proposez aux populations qui sont atteintes du paludisme ou alors qui sont susceptibles d'être atteints du paludisme avec votre plateforme? Voilà, donc Santé 3.0 est une page Facebook que j'ai créée il y a peu, voilà, où je distille régulièrement, quotidiennement des conseils de santé. Voilà. Et déjà, je mets vraiment l'accent sur le paludisme parce que c'est la première maladie infectieuse du Cameroun. Voilà. Donc, je fais directement des pauses pour amener les populations déjà à éviter l'automédication. Parce que dans nos ménages, quand une personne se met à chauffer ou à les maux de tête, directement la personne se dit c'est le paludisme et ça en va directement chercher tel ou tel médicament. Voilà. Donc, je mets beaucoup l'accent sur l'automédication. Il faut éviter l'automédication. Donc, en cas de soupçon de maladie, il est préférable de se rendre dans une formation sanitaire. Voilà, c'est à peu près ce genre d'informations que je passe sur ma plateforme. Ok, vous avez soulevé un point important, l'automédication. Vous ne pensez pas que certains personnels de la santé sont à l'origine de cette automédication-là? Parce que lorsque des personnes se rendent, par exemple, pour faire un diagnostic dans un centre de santé, on leur dit, voilà, allez, vous allez acheter de la Téméter, vous allez acheter ci ou ça pour venir à bout du paludisme. Ils ont déjà cette information-là. Alors, ce qui fait que lorsqu'ils chauffent, ils n'ont plus besoin d'aller dans les centres de santé directement. Ils vont se rendre dans la boutique d'à côté pour acheter ces médicaments-là. Est-ce que vous n'êtes pas responsable de cette automédication? Monsieur Molo Mzanga-Steve, il y a peu, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, nous a annoncé que le Cameroun faisait face à un très gros défi majeur pour financer le 6e plan stratégique national de lutte contre le paludisme. Il a évoqué qu'il avait besoin d'un montant de 336 milliards de francs CFA. Ça, c'est une estimation. Pourquoi tout le temps on a besoin d'argent pour financer tel ou tel projet en ce qui concerne la santé particulièrement? Et là, nous, on parle du paludisme. Pourquoi tout le temps on a besoin d'argent? Lorsqu'il y a même cet argent sur le terrain, rien n'est implémenté. Pourquoi selon vous? Là encore, c'est une question de politique. Déjà, il faut savoir que le système de santé camerounais est divisé en 3 secteurs. On a le niveau central, le niveau périphérique et le niveau intermédiaire. Voilà, donc c'est une hiérarchie. Le niveau central, c'est le niveau qui prend les décisions, qui gère le financement. Et maintenant, il redéploie cet argent-là dans les niveaux intermédiaires et périphériques. Maintenant, nous sommes tous des hommes, nous sommes tous des humains. Quand l'argent passe entre plusieurs mains, il y a parfois des substitutions, des manigances et autres. Voilà, ce qui fait en sorte que quand l'argent arrive au niveau périphérique, c'est-à-dire au bas niveau, les centres de santé, les hôpitaux de district, l'argent n'est plus suffisamment complet. Voilà, ça il faut le dire. Ce qui fait en sorte qu'on a vraiment des difficultés vraiment à implémenter cette politique-là pour pouvoir lutter contre le paludisme. Et face à cette difficulté, vous, en tant qu'expert de la santé publique, qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier ça? Bon, comme je le dis, dans l'hôpital dans lequel je travaille, on organise généralement des séances où on fait des communications sur le paludisme et aussi on a déjà mis en place la politique du paludisme gratuit chez les 0 à 5 ans. Voilà, c'est l'acte majeur qu'on a déjà posé. Donc chez nous, chaque enfant de 0 à 5 ans qui vient pour le paludisme est traité gratuitement. On est en train de voir comment on peut aussi implémenter cela chez les femmes enceintes souffrant de paludisme. Et bon, déjà les personnels de santé ont trouvé une astuce pour contrer ce problème. Oui. On a trouvé un moyen de coder les médicaments. Voilà, donc quand on écrit dans le carnet, on a des codes propres à nous, ce qui fait en sorte que quand le patient va vouloir réacheter le même médicament, il ne saura pas vraiment lequel acheter. Voilà, donc, mais un personnel soignant, conscient et éthique va toujours insister sur l'automédication. Par exemple, moi, quand je consulte, je prescris un patient, je lui dis, le médicament que je te prescris,
il est uniquement pour toi. Ne va pas le conseiller à une autre personne qui a les mêmes symptômes que toi. Voilà. Donc ça, ce sont des conseils qu'on peut donner aussi pour sensibiliser par rapport à l'automédication. Merci. On ne sait pas si vous avez un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs parce que le temps il est très court. Ok, j'aimerais juste apporter une petite précision. Généralement, il y a ce qu'on appelle, ce que les mamans du village appellent la rate. La rate n'est pas une maladie, la rate est un organe du corps humain. Maintenant, il arrive qu'en cas de paludisme, généralement chez les enfants, cet organe-là prenne du volume. Voilà. Donc les mamans ne doivent pas s'inquiéter parce que quand cet organe gonfle directement, elle s'en va chez les tradipraticiens pour retirer la rate, ce qui n'est pas une bonne pratique. Donc un enfant qui a une rate qui est gonflée souffre probablement du paludisme. Il faut directement l'amener à l'hôpital. Voilà. Donc, et en gros, qu'est-ce qu'on retient donc concernant le paludisme, pour ne pas mourir du paludisme, qu'est-ce qu'on retient? Pour ne pas mourir du paludisme, déjà parce qu'il faut savoir que le paludisme est une maladie potentiellement mortelle. Dès l'apparition des premiers symptômes qui sont la fièvre, les maux de tête, la fatigue, déjà se rendre dans une formation sanitaire pour effectuer son test de paludisme et le traiter à temps avant que les complications n'arrivent. Et aussi ne pas oublier les mesures préventives qu'on a citées. Tout le monde devrait avoir une moustiquaire à la maison. Merci à vous, Monsieur Molo Mzanga Steve, pour vos précieux conseils et informations sur le paludisme. Merci à vous de m'avoir invité. Vous, téléspectateurs, n'oubliez pas, le paludisme, c'est une maladie grave, certes, mais que vous pouvez éviter si vous prenez des mesures pour vous protéger. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour aborder d'un autre sujet tout aussi important pour votre bien-être.